Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Agilist, le podcast francophone de l'agilité, où une fois par mois, on vous partage nos conversations, réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Deray et comme toujours, je suis accompagné de Pierre Ferré-Ferrand. Comment ça va, Pierre ? Ça va super, Julien, merci. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être en compagnie de Pierre-Henri Chuet, plus connu sous son call sign AT. Bonjour AT. Bonjour à tous les deux. Alors pourquoi AT a un call sign ? Tout simplement parce que c'est un ancien pilote de chasse sur Super Étendard puis Rafale Marine. Il a été instructeur Rafale, il a participé à des missions de combat en Irak avec plus de 2500 heures de vol, plus de 200 appontages. Il a rejoint Air Canada en 2017. En parallèle, il est conférencier et consultant. Il apporte son éclairage sur les méthodes de l'aviation civile et militaire dans des entreprises. Et il a justement publié un livre là-dessus qui s'appelle Débrief et que je ne peux que vous conseiller. Il me semble qu'il est sorti en français il n'y a pas longtemps sous un autre nom. Exactement, il est sorti sous Au-delà du cockpit dans sa VF. Ouais. Voilà, qu'on vous recommande du coup également. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, ça suffit. non. Cool, eh bien bienvenue à T, c'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc la première fois que je t'ai rencontré, j'en rappelle que je t'ai dit que j'étais bercé un peu dans les méthodes agiles et tout, et tu m'as répondu un truc du style tu vas voir, je vais te faire découvrir des trucs. Et c'est vrai que au fil du temps, je découvre pas mal de concepts à travers toi et que j'applique dans ma vie perso et dans ma vie pro, ce qui nous intéresse ici quasi quotidiennement. Aujourd'hui, sans y mettre trop de structure, on voudrait que tu nous sortes un peu de notre cadre un peu formaté des projets IT et de l'agilité un peu à la papa telle qu'on la connaît et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin sans trop dénaturer le produit, mais comment est-ce que d'autres techniques venues du monde de l'aviation pourraient nous aider. Donc on va essayer de parler de mission, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être faire des parallèles avec les sprints ou les projets IT en général. On va parler de briefing, comment est-ce qu'on peut l'utiliser en entreprise et si on a le temps, de débriefing et voir si on peut ajouter un nouvel outil à nos rétrospectives de fin de sprint. Mais pour commencer du coup, une mission. Qu'est-ce qu'une mission ? Comment est-ce que tu définirais ce que c'est qu'une mission ? Nous, on a vraiment cette idée de un sprint, c'est une itération avec un livrable, quelque chose qui va être incrémentable mais qui va être atomique. Comment est-ce que toi tu définis de ton côté un travail comme ça qui va avoir une limite et un objectif ? Alors nous, c'est assez simple, une mission pour nous, ou un projet, mais pour nous un vol, une mission, c'est on est au sol. On a des moyens à notre disposition, on reçoit une demande de la part de l'état-major qui nous explique les moyens alloués et surtout l'état final recherché. Typiquement, par exemple, on va me dire tu es responsable de la défense de la Bretagne, toute la pointe ouest du nord-ouest de la France, et dans cet espace aérien, absolument rien ne doit rentrer pendant, on va dire, 3 heures. Tu as 6 Rafales à ta disposition, un avion ravitailleur, un avion radar, et après, généralement, ce qui nous rajoute, c'est le niveau de risque autorisé. Quelques règles d'engagement, ce qui vient définir un cadre pour nous, une latitude dans ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et après, on se débrouille. Et donc, la mission, elle est terminée une fois qu'on a posé et qu'on a débriefé, une fois notre créneau sur zone terminé. Donc, au final, ça veut dire que pour nous, une mission, ça peut être une fois par jour ou des fois, on peut faire 2 vols, maximum 3 missions dans la journée. Et on en fait beaucoup. Donc, quand tu fais 10-15 ans dans l'aviation de chasse ou même dans l'aéronautique de manière générale, tu fais un paquet de missions. C'est très intéressant, il y a un rythme qui est assez soutenu. Nous au travail, pour nous, moi ce que je vais définir comme une mission, c'est quelque chose qui va durer au minimum 2 semaines, au maximum plusieurs mois, quoi. Donc c'est intéressant déjà de voir que premier parallèle avec l'agilité, on va chercher pas vraiment le choix dans votre cas, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des itérations qui sont très, très rapides, ce qui permet de débriefer beaucoup et d'avoir une boucle de feedback comme ça qui va être très rapide. Effectivement, tout va vite dans les avions, l'échelle du temps du projet également. Après, on a 2 échelles de temps dans l'armée. On a l'échelle de temps micro qui est le vol
tactique, une échelle tactique. Après, je pense que le parallèle le plus parlant, c'est plutôt une vision stratégique. Donc la vision stratégique, par exemple, c'est tu veux débarquer en juin 1944 en Normandie. Donc l'état final recherché, c'est réussir à établir une tête de pont sur la côte normande. Et à partir de là, tu vas réfléchir à tes moyens, tout ça, et peut-être prendre Caen. Et prendre Caen, ça a pris du temps. Donc à partir de là, tu as l'échelle micro, avec chacun qui a son petit objectif par vol. Et puis le dispositif d'ensemble qui a son objectif plus macro, la vision plus stratégique. Nous, on parle de tactique versus stratégique. Alors ça dépend un petit peu des missions. Typiquement, tu vois, j'ai fait les opérations après les attentats du Bataclan, c'était fin 2015, début 2016. Moi j'étais donc pilote, j'étais officier subalterne, lieutenant et après capitaine. Et mon grand chef sur le bateau, l'amiral qui commandait la flotte, c'était un sous-marinier. Et donc ça c'est quelque chose d'assez classique dans la marine, parce que les pilotes dans la marine, on opère dans un milieu où plein d'officiers de marine qui ont une bonne culture de sous-marins, de bateaux, tout ça, mais très peu ont la culture des avions, contrairement par exemple à l'armée de l'air. Et donc typiquement tu peux te retrouver en tant que lieutenant ou capitaine à devoir préparer une opération, peut-être même sur 2, 3, 4 jours, ça peut arriver dans certains cas un peu rares au combat, mais tes chefs ne sont pas forcément des experts du domaine. Donc dans ce cas-là, ce qu'on te demande, c'est d'arriver avec des options. Et nous, la grande règle, c'est toujours arriver avec au moins 3 options. Et donc tu vas présenter au décideur l'option A, l'option B, l'option C, celle que tu veux, souvent tu la mets en B, et tu présentes ces 3 options, et comme ça après le décideur tranche. Donc ça c'est quand tu as grosso modo une idée de l'état final recherché, de la mission demandée, et tu vas dire, au vu des moyens qui m'ont été alloués, voilà ce que je vous propose, mais après tu as toujours ce petit moment, et j'ai peut-être l'option D, si vous arrivez à me sortir ça de plus comme moyen, et voilà ce que ça ferait comme impact. Donc on essaye souvent de fonctionner comme ça, en guise d'option, en faisant un peu de l'influence vers nos supérieurs, si possible, on en est tous là, hein, et c'est très présent dans l'armée aussi. Donc pour répondre à ta question de manière précise, les 2 cas de figure existent, celui où ça tombe de manière très structurée d'au-dessus, souvent avec une chaîne hiérarchique qui a une bonne expertise terrain ou une bonne expertise métier. Le plus embêtant, c'est quand elle croit qu'elle a une bonne expertise, mais que c'est plus le cas. Auquel cas, on arrive plus dans l'option B, ou de l'influence, ou alors présentation d'options. Ok. Et pour rebondir, est-ce que ça t'est déjà arrivé où justement on te demande de réaliser une mission où tout avait déjà été établi et en prenant connaissance de la mission et des ressources allouées, tu as tout simplement dit je pense pas que c'est faisable ou il y a quelque chose qui va pas? Est-ce que tu as le moyen quand même de dire ça va pas le faire ou est-ce que tu es obligé de faire avec dans ce cas? Oui, non, ça c'est complètement possible. Par exemple, il y a un cas où début 2016, il y a eu une prise d'otage de marins américains au large de l'Iran. Donc c'est 2 speedboats, 2 vedettes rapides américaines qui sont un peu beaucoup perdues, qui se sont retrouvées sur une île, Farsi Island. J'ai le droit d'en parler, c'est sur Wikipédia. Mais maintenant, et donc ils se sont retrouvés prisonniers à Farsi Island avec l'armée iranienne. Et à ce moment-là, tout ce qui naviguait dans le golfe arabo-persique était sous la responsabilité de l'état-major français. Et dans ce golfe, il y avait des frégates américaines et un porte-avions américain. Et c'était prévu de longue date qu'au petit matin, eh bien, c'était normalement moi tout seul qui devais décoller et avoir pour responsabilité la protection du porte-avions américain. Et donc on arrive au petit matin, moi je me lève, j'allume la télé, je vois que c'est un petit peu le boxon, et on me dit il va falloir faire la mission, et je me retrouve avec un avion, avec seulement 2 missiles, et surtout 0 règle d'engagement. Donc aucune idée vraiment qu'est-ce que je fais si des avions iraniens foncent tout droit vers les Américains. Si les Américains tirent, moi je suis au milieu, enfin tu vois, c'est un peu compliqué, et en plus je suis en contrôle avec une frégate anglaise, pour faire simple, tu vois. Un pilote franco-canadien en plus. Mais bon, ça c'est pas ça. Alors, c'est dans un avion français contrôlé par des Anglais qui doit protéger un des Américains dans une situation de crise où la France n'a rien à voir. Et donc là, typiquement dans ce cas-là, c'est prévu de longue date qu'il y ait une mission, et au vu des événements, c'est un peu toi le dernier rempart qui dit attendez les gars, au vu du cadre qui m'a été donné, des informations que j'ai, ça va être compliqué. Donc tu rends compte, premier devoir du militaire c'est rendre compte, mais tu rends compte de manière proactive. Et ça, c'est l'art un peu d'être un bon équipier. C'est si j'arrive et que je dis à mes chefs c'est pas possible,
je crée pas beaucoup de valeur, et surtout, si moi j'arrive avec le raisonnement que c'est pas possible, c'est que j'ai déjà réfléchi. Et quand je rentre dans le bureau de la personne à qui je dis c'est pas possible, lui souvent n'y a pas déjà réfléchi. Donc c'est un peu moi l'expert du dossier à l'instant T. Donc puisque mon objectif c'est que la mission soit accomplie, c'est l'objectif de tout le monde, eh bien il faut que j'arrive de manière proactive, et même le temps de lui présenter les options, lui ça lui laisse le temps de réfléchir, de comprendre également les opportunités qui s'ouvrent à lui. Moi ça m'a forcé à réfléchir un peu au problème en profondeur, et in fine on se retrouve avec une décision cohérente, beaucoup plus rapide, et souvent en style un peu démocratique. Pourquoi ? Parce que j'ai été force de proposition d'entrée de jeu. Si j'arrive et je dis c'est de la merde votre truc, pardon pour le gros mot, si j'arrive direct et je dis votre truc c'est pourri, ça peut pas fonctionner, déjà d'entrée de jeu ça crée pas une bonne relation et ça va poser des soucis. Donc ça c'est quelque chose de très important chez nous, et on est très ouvert. Pourquoi ? Parce que notre objectif, notre responsabilité, c'est que la mission elle soit effectuée, et ça c'est un peu le culte de la mission dans les forces armées, et c'est quelque chose d'important à entretenir. Ok, super, merci. Pour rebondir sur la question des moyens, je me rappelle t'avoir entendu dire que un chef de patrouille, ses moyens à disposition sont en fonction de sa relation avec la hiérarchie. Oui, c'est pas faux, c'est ça. Avec les mécanos, avec tout le monde, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui me fait pas mal écho en ce moment au boulot, pour tout te dire. Je me rends compte que en général quand je vais voir mon boss et que je dis j'ai besoin de ça parce qu'on va faire ça, c'est assez rare qu'on me dise non, alors que finalement ce que je vois c'est que dans d'autres départements c'est pas toujours aussi flex, et c'est assez en fait, on en arrive à un principe très simple, c'est un petit peu des points de relation. Après, forcément, c'est un sujet également à ta BU et à ton domaine. Tu vois, c'est plus facile d'avoir des moyens alloués quand tu es dans les forces spéciales ou chez les pilotes de chasse, parce que il y a plus de moyens aussi réservés, on peut dire. Mais c'est un peu comme à la banque. Si tu as une bonne réputation et que la banque a confiance en toi, elle est plus enclin à te prêter de l'argent. S'ils te connaissent pas, ou si t'as pas très bonne réputation, eh bien t'auras plus de mal à avoir une ligne de crédit. Ou comme au casino aussi, mais là on s'écarte un peu du sujet. J'attendais pour un peu plus tard, mais du coup, donc c'était ma question. Donc toujours dans l'idée de la mission, donc effectivement, donc tu parlais donc jusqu'à maintenant du domaine militaire, où donc j'imagine que les soldats ont un engagement fort de par leur mission. Donc j'imagine les grands principes que j'ai en tête. Alors je connais peu de militaires, mais c'est souvent défendre sa patrie, faire le don de soi, donc toutes ces valeurs que je trouve extrêmement fortes au point d'être prêt à les mettre sa vie en jeu, ce qui est pour moi le sacrifice ultime. Évidemment, on a des gens qui sont, donc la plupart du temps, vont être extrêmement motivés et extrêmement focus sur leur mission et ce pourquoi ils sont rentrés dans l'armée. Est-ce que tu penses qu'un tel engagement, c'est possible dans le monde civil, et qui plus est dans le monde de l'entreprise, où pour moi, quand même, être un employé, in fine, c'est un peu être un mercenaire, dans le sens où on me donne un salaire en échange de services rendus, des services que je peux rendre à l'entreprise A, B ou C, mais j'aurai toujours un salaire in fine. Est-ce que tu trouves qu'il y a des moyens d'avoir des engagements aussi forts dans le domaine civil, ou tu penses que simplement l'engagement militaire ne pourra jamais être dépassé sans être un soldat? Elle est un peu dure comme question. Non, je la trouve d'autant plus facile à répondre que l'actualité y répond pour nous, et que tu as utilisé le bon mot. Tu as utilisé le terme de mercenaire. Je crois que l'actualité nous montre bien que le mercenaire, ça meurt aussi. Oui. Et eux, ils font pas ça forcément pour la nation patrie. Donc en fait, tu vois que ça peut très bien arriver dans une société privée. Tu regardes les États-Unis, ils ont eu Blackwater, ils ont eu toutes ces choses-là. Ouais. Donc tu te rends compte qu'en fait, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens sont prêts à faire une mission ou à risquer leur vie. Après, c'est des profils psychologiques particuliers aussi, attention. Hein. Mais je pense que c'est surtout un esprit de corps, ou une inertie de corps, ou en tout cas un état d'esprit particulier dans une unité particulière. Et donc quand tu es... En fait, pour répondre à ta question, je pense que c'est un déplacement de la norme. Et tout dépend quelle est la norme. Et là, c'est pas pour choquer, mais t'es prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale ou au Vietnam, ou même malheureusement dans des camps, c'était l'anniversaire il y a pas longtemps, ta norme, en termes d'hygiène, en termes de vie, en termes de standard de vie, elle n'est pas du tout la même que celle que tous les trois, on connaît actuellement. Et il y a ce qu'on appelle donc ce déplacement de la norme qui, à un moment, devient ta normalité.
Et pour toi, la vie est standard. Comme il y a 2000 ans, c'était normal de vivre dans une caverne. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais vous avez l'idée. Et donc, l'être humain a une grosse capacité de s'adapter, mais l'être humain est une créature sociale. Et donc, quand l'être humain arrive dans un groupe pour qui ce quotidien-là est la norme, eh ben, tu t'adaptes. Si demain, on part vivre en Asie, rapidement, on va adopter un petit peu quand même la manière de manger, enfin d'être socialement, tout ça. Forcément, si tu t'intègres, c'est un peu le principe d'Erasmus, mais après souvent les gens restent entre pays. Mais tu vois l'idée, c'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un d'entre nous part au Portugal, habite au Portugal, je suis sûr que voilà, il y a un peu un déplacement par rapport au style, aux horaires, tout ça portugais. Là où je veux en venir, c'est que si tu rejoins une équipe pour qui l'engagement est très important, certaines valeurs sont très importantes, et bien d'une certaine manière, ça risque de t'amener également vers leurs normes, ça risque de te déplacer vers ça. Et c'est aussi la compréhension de ce concept, un bon moyen pour mieux comprendre notre histoire et mieux comprendre certaines dérives, notamment totalitaires, qui ont pu avoir eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce souple déplacement de la norme et ce que tout le monde accepte comme acceptable, si je puis dire. À partir de là, la différence entre l'armée et la plupart des entreprises, c'est que l'armée l'a intellectualisé et maintient des traditions, maintient un souvenir d'un héritage particulier, de manière à faire peser, si on peut dire, un peu sur les épaules des personnes d'actives, le poids des traditions des anciens. Et donc tu cultives un petit peu l'histoire plus ou moins transformée, tu vois, des anciens pour jouer sur l'état d'esprit actuel, tu vois, en disant, bah oui, en fait, de nos jours, vous êtes les héritiers de X, Y, Z, t'es dans telle unité, machin, il y a un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance, et in fine, tout joue sur le fait que personne ne veut être le mouton noir. Donc on te dit le standard c'est mouton blanc et tout le monde va essayer d'aller vers ce standard de mouton blanc. Et donc c'est vraiment comme ça que tu maintiens tout ça et que tu maintiens cet esprit. Et c'est quelque chose qui se travaille en permanence au niveau de l'encadrement et également de manière un peu plus ancienne. Donc on fait très attention au moral, très attention à ça. Et les cérémonies militaires, toutes ces choses-là servent justement à entretenir, à faire ce marketing, on peut dire, ce marketing en interne, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, dans l'armée, il est important d'une certaine manière pour le chef, pour le leader, de marketer la cause à ses hommes régulièrement. Ça, c'est un point important. Ce qu'on appelle dans le civil redonner du sens. Dans l'armée, on n'a pas attendu, on va dire, les études d'Harvard Business Review. On a pris un petit peu d'avance là-dedans parce que c'est important que les gens comprennent le poids de leur engagement, les responsabilités, tout ça. Et donc, au final, on peut croire que les militaires sont pas du tout bons en marketing, mais en fait, si. On a des militaires qui sont très bons en marketing, c'est ça. Pourquoi ? Du marketing en interne pour vendre la cause. Et ça, c'est un travail quotidien, j'ai envie de dire. C'est super intéressant. Il y a plein de trucs dans ma tête qui se bousculent parce qu'il y a énormément de vidéos que j'ai vues sur justement l'intérêt d'avoir une culture forte d'entreprise, d'être sûr que les premières personnes qu'on emploie, donc il y avait un nombre charnière, je crois que c'était 10 ou 14, je sais plus pourquoi, mais qui sont en gros, si ces personnes-là ont toutes la même culture, n'importe quelle addition de manière raisonnable et sur le temps va forcément faire en sorte que les nouvelles personnes qui arrivent ayant une culture différente vont se rattacher à la culture existante dès le moment où le socle des personnes qui étaient là au début véhicule cette culture-là constamment. Il y a une question immédiatement qui suit. Donc évidemment, j'aime beaucoup de mon point de vue et étant un civil, j'apprécie beaucoup, on va dire, la culture militaire et tout ce que j'en perçois. Je connais pas l'intérieur, mais du moins de l'extérieur, ça a l'air plutôt d'être des valeurs fortes, une histoire forte, peut-être un petit peu romancée, mais voilà des marqueurs très forts. Est-ce que au sein justement des militaires, il y a un système en place pour éviter, j'ai un peu envie de dire, la consanguinité des idées, puisque à force de toujours aller dans la même direction ou au fil du temps, la personne qui l'a mis en place, j'imagine, évidemment, maintenant est décédée. On parle de généraux d'il y a peut-être plusieurs centaines d'années qui ont mis en place peut-être les fondements de ce qu'est aujourd'hui les états-majors militaires. Est-ce qu'il y a un garde-fou qui est en place pour éviter justement des dérives qui n'iraient pas forcément dans le bon sens ? Alors on a un garde-fou, on va dire, à deux niveaux. Le premier, pour éviter la consanguinité, c'est le fait de faire des exercices et des croisements avec d'autres unités et beaucoup d'interalliés, donc interarmées. Okay. Ou interalliés. Donc on travaille entre unités différentes, entre armées différentes, l'armée de terre, la marine, tout ça, avec des officiers d'échange ou des hommes d'échange. Donc on se prête, on va voir un peu ce qui se passe ailleurs, on change le sang. Mais l'autre point très important, c'est que dans les armées, on a un très fort turnover.
Donc on a énormément de changements de personnel, ça brasse énormément, et donc du coup, ça force à raligner en permanence, ce qui permet aux gens qui ralignent de s'auto-raligner, si tu vois ce que je veux dire. Et donc l'alignement est constant puisqu'il faut aligner des nouveaux et du coup tu t'auto-alignes en faisant ça et tu vois ça crée une sorte de cercle vertueux où tout le monde aligne tout le monde en permanence. Et pour rester aligné aux bonnes choses, vu qu'il y a ce nouveau sang qui arrive et ces expériences un peu croisées, on s'adapte. Ça c'est indispensable. On apprend des autres et on fait souvent des exercices internationaux où justement on va challenger un petit peu nos méthodes de travail, on va pouvoir se comparer également par rapport aux autres et à l'heure actuelle dans les armées occidentales on fait rarement, ça peut arriver mais on fait rarement des opérations seules, rarement la guerre seule et donc du coup à partir de là ça permet d'apprendre des autres et de s'assurer qu'on n'est pas aux antipodes, qu'on fait pas n'importe quoi. Top, merci. Je vais faire encore une fois un parallèle avec mon boulot. En ce moment, je travaille pas mal avec un autre département et que j'essaie un peu de réaligner justement parce qu'ils ont évolué un peu de leur côté et ils ont été un peu isolés. C'était pas vraiment fait exprès, mais bon, ils se sont retrouvés comme ça un peu isolés. Du coup, ils partagent pas exactement la même culture que le reste de la boîte où on est, tu vois, si tu parles en termes de tribal leadership, on est sur tu vois, des équipes de niveau 3 voire niveau 4 et là on est plutôt sur un département ou en tout cas une équipe qui est niveau 2. Donc en gros niveau 2 c'est ma vie c'est de la merde et niveau 3 c'est on est les meilleurs. Sous-entendu les autres ils sont nuls. Et du coup je suis en train d'étudier ça et de travailler un peu avec eux pour essayer justement de tirer cette équipe du niveau 2 vers le niveau 3 et une des premières choses qui est proposée c'est de les mettre en contact avec des gens qui sont au niveau 3 déjà quoi. Justement pour créer leur montrer que ces gens-là, ils sont plus heureux, ils ont des meilleurs process, ils sont plus productifs, etc. Leur vie, globalement, est meilleure. Mais en même temps, c'est assez difficile parce que comme toute cette équipe-là se complaît un peu là-dedans, s'il y en a un qui va déroger à la règle, il va plus être le même que dans sa tribu. Donc il faut réussir à amener un petit peu tout le monde en même temps. Et faire attention de ne pas essayer de les emmener tout de suite au niveau 4 parce que du coup, ça fait encore d'autres problèmes. Assez intéressant si les auditeurs n'ont pas lu Tribal Leadership, je vous le conseille fortement. Il y a pas mal de parallèles à faire. Donc on a parlé de mission. Est-ce qu'on parlerait pas de comment on prépare cette mission? Ça c'est vraiment, moi c'est quelque chose qui a révolutionné un petit peu ma façon de travailler et je l'ai présenté justement au boulot en parlant de mon trail au Pérou où je leur expliquais voilà comment je l'avais briefé, comment j'avais aligné l'exécution avec les objectifs, etc. Et du coup j'ai créé des templates, j'en ai déjà parlé je crois dans un agiliste et on m'a demandé de partager les templates, il faut absolument que je le fasse, mais bref du coup comment est-ce qu'on briefe une mission, c'est quoi un bon briefing? Alors à partir du moment où on va faire une mission, on commence par un brainstorm. Donc le brainstorm est très simple. Le brainstorm, il repose sur bien expliquer à tout le monde la temporalité de la mission, puisque la temporalité va tout dicter, le style de management, les échéances, toutes ces choses-là. Donc c'est indispensable que la temporalité soit très claire, d'où l'importance d'avoir les montres à la bonne heure. Ça c'est en 1. En 2, on explique l'étape finale recherchée. On s'apprête à faire quelque chose à quoi visuellement va ressembler le succès de la mission. Et ensuite, derrière, on peut commencer à expliquer quelle est la mission de manière un peu plus détaillée, à quoi ressemble la cible, quelles sont les menaces, et du coup, comment est-ce qu'on va faire la tactique. Une fois que le brainstorm est terminé, derrière, on prépare, s'il y a un peu de préparation à faire, et une fois que cette préparation est terminée, on va briefer. Et le briefing, c'est le moment où le leader, il prend la parole devant tout le monde, et il raligne un peu les gyroscopes, comme on dit, des gyroscopes, ça dévie. Si tu as un gyroscope de base, il va dévier de 15 degrés par heure sur 360 degrés. C'est à cause de la rotation de la Terre. Forcément, la Terre elle tourne à 15,04 par heure, donc ton gyroscope il tourne. Et donc c'est ton rôle de chef, juste avant de partir faire la mission, de t'assurer que tous les gyroscopes sont parfaitement alignés. Et donc ta mission, il y a différentes manières de briefer. Généralement on fait une demi-heure, un vol de guerre 3/4 d'heure max. Si tu veux faire court,
tu peux faire en 3 points. C'est quoi la mission? C'est quoi les moyens à notre disposition? Et c'est quoi la météo? La règle des 3M, mission, moyen, météo. La mission, c'est important de rappeler la mission. L'état final recherché, de réexpliquer un petit peu du macro vers le micro, donc de l'idée globale vers du très précis ce qu'on s'apprête à faire et à quoi ressemble le succès. Les moyens à notre disposition, c'est souvent là que tu peux te rendre compte que tu n'avais pas pensé que tu avais X, Y ou Z qui étaient disponibles, et si tu te le rappelles pas au briefing ou tu le rappelles pas à tes collègues, ils vont pas utiliser, même ça se trouve un outil utile. Je sais pas si ChatGPT c'est bien en ce moment de votre côté, mais tu vois, il y a toujours des outils qui arrivent, des trucs qui traînent, et ensuite derrière, la météo, donc la météo en interne, niveau d'entraînement des pilotes, de l'équipe par rapport à la difficulté de la chose à accomplir, et tout ce qui est phénomène externe à l'équipe qui peuvent gêner la conduite de la mission. Et quand on est dans l'aéronautique, on finit derrière toujours par un petit onglet sécurité, parce que là, si on a un accident, ça fonctionne pas. Donc la sécurité permet également de préserver le matériel qui nous est confié par l'État. Et si on casse l'avion, c'est un avion en moins pour faire la mission le lendemain. Donc on fait généralement mission, moyen, météo et onglet sécurité du fait de la spécificité du vol. Donc ça, c'est un petit moyen qui marche bien. Et un bon briefing, pour répondre à ta question, c'est un briefing qui raligne bien les gyroscopes et qui permettent qu'au débriefing, quand tu demandes à ton équipe quelle était la mission, ils sachent quelle était la mission, ce qui permet de débriefer et ce qui leur permet d'accepter les remarques et le feedback. Parce que si la définition de la mission n'était pas claire et qu'au débriefing, ils n'ont pas compris quelle était la mission, ils ne pourront pas évoluer professionnellement. Ok. Et toi qui travailles du coup avec des entreprises, quels sont les points sur lesquels justement on te demande de venir, ou toi-même tu vas voir ce que tu peux... Mais moi je pense que la problématique, c'est croire qu'un briefing en début de sprint, imaginons que tu fais un sprint de 2 mois, c'est croire qu'un briefing au début des 2 mois suffit, et qu'après derrière foncer dans le sprint suivant sans avoir débriefé est une situation d'avenir. Donc le briefing, c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour chaque projet, mais également qu'il faut utiliser en permanence. C'est-à-dire que quand tu prends un pilote de ligne qui va de Paris à Marseille, c'est 1 heure de vol, il fait en gros 4 briefings. Tu as le briefing avant vol, tu as le briefing avant le départ, pour tout ce qui est trajectoire, tu as le briefing avant décollage, et puis tu as le briefing avant l'atterrissage. Donc on est en train de dire que sur 1 heure, allez, 1h20 de boulot, tu as 4 briefings. Et donc c'est non-stop. Et ce briefing, il permet de préparer le cerveau, de préparer l'équipe et de réaligner l'équipe pour l'étape d'après. Ce qui te permet de faire l'étape de manière efficace. Et si on fait un briefing tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les semestres, comme dans certaines entreprises où ils disent on fait le grand briefing, on réaligne tout le monde et tout, en fait l'impact il est nul sur le cerveau. Et c'est frustrant pour l'encadrement, pour le COMEX, tout ça, parce qu'ils se disent on a partagé la vision, on a tout expliqué, mais c'est pas prendre en compte la manière dont fonctionne nos cerveaux, surtout dans un monde où on est vraiment saturé d'informations du fait, ou grâce à la technologie, on n'a jamais eu d'autant d'infos à traiter. Et donc du coup, si tu n'acceptes pas de comprendre les limitations du fonctionnement de ton cerveau, tu maximises pas, et du fait un peu de la vitesse à laquelle notre monde a évolué, mais aussi du fait qu'il n'y ait pas mort d'homme dans la plupart des industries. La plupart des professions, des industries n'ont pas vraiment réfléchi à l'impact de la digitalisation sur notre cerveau, sur notre charge de travail. Et l'impact, c'est quoi ? C'est qu'il faut briefer beaucoup plus souvent qu'avant, parce que tout évolue beaucoup, mais surtout, on a tellement de choses à faire qu'il faut s'aligner le cerveau sur la prochaine étape. Et ces étapes, maintenant, elles sont de plus en plus courtes. Donc, il faut briefer en permanence. Donc, l'auto-briefing, moi j'appelle ça comme ça maintenant, c'est l'auto-briefing. C'est la capacité qu'a un individu à s'auto-aligner, est devenue, je pense, absolument nécessaire dans le monde moderne. Et on essaie d'intervenir autour de ça. Nécessité de s'auto-briefer, pour après pouvoir briefer son équipe de manière très régulière et gagner en efficience. Rechercher à gagner en efficience parce qu'on n'a pas trop le choix dans le monde moderne. Du coup, on peut revenir sur l'idée de la mission. Si la mission est bien définie, ça permet de revenir régulièrement sur la mission, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Et pour reprendre notre image du débarquement en Normandie, le débarquement en Normandie, c'est, on va dire, allez, c'est 2 mois pour la tête de pont, tout ça. Eh bien, si tu fais 2 vols par jour, pendant 2 mois, ça fait, alors j'ai envie de te dire 120 briefings de mission, mais des auto-briefings, t'en as un petit millier.
Un petit millier sur... donc tu vois, c'est-à-dire que si tu fais cette petite règle sur un sprint, tu devrais faire un petit millier d'auto-briefing à ton niveau individuel. C'est quoi ma mission, c'est quoi mes moyens, c'est quoi ma prochaine étape. Et puis, comme on l'a dit, une bonne centaine de briefings d'équipe. Mais attention, ils n'ont pas besoin d'être longs, hein. Mais ils doivent raligner. Ils doivent redonner envie. Et surtout dans le monde moderne, le sens, c'est important. Tout le monde doit comprendre pourquoi il est là. Et donc, du coup, le leader moderne, il doit être bon en marketing interne. Il doit savoir vendre la mission en permanence. C'est hyper intéressant parce que dans Scrum, il y a évidemment le Daily Scrum qui s'apparenterait à ce niveau-là, puisqu'on aurait donc le sprint planning qui permettrait de démarrer la mission en quelque sorte, donc là où j'imaginerais qu'il y aurait le briefing. Et c'est vrai que le Daily Scrum insiste pour qu'il y ait une réunion journalière, volontairement 15 minutes maximum, comme tu disais, pas trop longue, mais qui du coup, tous les jours, rappelle aux personnes qui sont dans la mission, donc le sprint, j'essaie de faire le maximum de parallèles, vraiment pour leur redire chaque jour quel est l'avancement de la mission et aussi quel est pour aujourd'hui du coup l'objectif à atteindre. Donc c'est vrai que ça redonne beaucoup de sens surtout, et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que d'avoir, je prends toujours l'exemple de là où Julien et moi on travaille, mais dans le développement de logiciels, c'est vrai qu'in fine on passe beaucoup de temps à écrire du code, mais c'est vrai que si c'est écrire du code pour écrire du code, ça peut devenir frustrant, ou du moins les gens sont démotivés, et c'est vrai que de se rappeler dans le grand scheme pourquoi est-ce qu'on fait ça, ça ne peut que les motiver. Donc là tu me parles de Scrum, mais tu connais les cofondateurs du Scrum. Il y a le docteur Jeff Sutherland, c'est ça? Sutherland, oui. Tu sais ce qu'il a fait dans son début de carrière professionnelle? Du tout. Il était pilote de chasse. Bah voilà. Mais je suis même pas surpris parce qu'il y a énormément de choses que, alors je sais pas, alors ça va être le coup de l'œuf et la poule, mais on sait que Scrum a été, on va dire, cristallisé que dans les années 2000-2010 avec le Scrum, le manifeste agile pour commencer, mais on sait que ça leur trottait déjà dans la tête avant, mais ce serait très intéressant de lui poser la question directement et je sais pas d'ailleurs si quelqu'un lui a déjà posé, mais s'il y a un lien direct entre il le dit en interview. Tu vois, en 1963, il a été macaron, il a été gradué de l'école militaire. Il a fait 11 ans comme pilote de chasse, et il a fait 100 missions en Phantom, qui est un avion principalement, il faisait de la reconnaissance au-dessus du nord du Vietnam. Et dans une interview, il dit back then, quand j'étais un jeune pilote qui essayait juste de survivre à ses missions, en gros, j'avais absolument aucune idée que mon expérience et que l'entraînement que j'avais reçu pour survivre et prendre des décisions dans un environnement de mort ou de vie allait définir la manière dont j'allais travailler pour le reste de ma vie. Donc tu vois, c'est une petite citation qui dit. Donc en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le Scrum, c'est largement inspiré des méthodes. Et là, attention, je vais faire mal à tous les agilistes, mais c'est une bonne chose. Ça remonte aux méthodes des pilotes de chasse du Vietnam. C'était il y a 60 ans, les gars. Donc, on s'est un peu adapté depuis. Donc vous allez voir, l'agilité va évoluer. C'est hyper intéressant parce que ça fait sens, et pour le coup je le savais pas, et merci du coup de me l'apprendre, mais du coup c'est vrai que ça fait énormément de sens. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que la plupart des agilistes, si ce n'est tous, personne n'est au courant de ça, alors que du coup historiquement il y a un lien direct, et donc même le créateur le dit lui-même, donc c'est hyper intéressant. Ouais, c'est l'histoire cachée tu vois, vous allez pouvoir renommer le podcast l'histoire cachée du Scrum. La véritable origine de Scrum. Voilà, on revient faire du marketing, ça y est. C'est ça. Et d'ailleurs, tu dis que ça évolue. Je me suis rendu compte, je m'étais jamais trop posé la question, mais je me suis rendu compte qu'en fait Scrum évolue aussi. Le Scrum Book, il est réédité, il est mis à jour régulièrement. J'ai été à une conférence agile la semaine dernière justement, où ça parlait d'estimation, et ça disait je vais vous montrer comment faire du Kanban, et puis comme ça vous n'avez plus besoin de faire les estimations parce que c'est de la merde. Globalement le mec disait ça, et il disait d'ailleurs regardez le Scrum Book, et dans la version de 2020 il n'y a plus le mot estimation. Voilà, petit aparté pour dire amélioration continue, évolution du process. C'est ça, si comme nous vous avez eu votre certif de Scrum Master il y a 10 ans, tenez-vous à jour. Pareil, on ne parle plus de grooming session, mais de refinement session, et ça c'est uniquement pour la non-utilisation de grooming en termes anglais. Ça c'est pour faire plaisir aux Brits. C'est ça. Très bien, donc on a briefé, on a fait la mission. Et maintenant, il faut débriefer. Donc nous, on appelle ça une rétrospective. On a plein d'outils avec des jolis diagrammes, des jolies images, etc.
Mais on a quand même tendance à en oublier un petit peu le fond aussi, quoi. Quand t'es Scrum Master, tu regardes un peu, tu vas sur Retromat, tu fais tes petits exercices, mais dans une certaine routine, après, on finit par faire les exos, un peu pour faire les exos. Quelle est ta vision du débriefing et qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire mieux? Alors moi je pense qu'il y a différents échelons dans le débriefing qu'il faut intellectualiser. Le premier c'est l'auto-débriefing, qui peut paraître tout bête, mais qui est important, qui se fait avec soi-même et qui se fait avant tout le reste. Exactement comme l'auto-briefing. Donc c'est un temps de réflexion pour toi où tu vas te raligner à c'était quoi la mission, c'était quoi les moyens, c'était quoi la météo, comment ça s'est passé, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment. Et il est d'autant plus facile à faire qu'on a pris des notes pendant la mission. Donc nous, pilotes de chasse, on prend des notes. Et tu peux même le voir, on le voit très bien dans le film First Man, qui est sur le premier homme qui a marché sur la Lune. Alors c'est pas un film très gai, mais malgré le sujet, il y a une vie un peu compliquée, le garçon. Et tu le vois dans la première scène où il fait un vol d'essai avec un avion qu'on appelle une sorte d'avion fusée, le X-15, et il va dans l'espace et il doit noter des paramètres. Son vol en fait sert à noter des paramètres, et alors que son vol il dure genre, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, eh bien il fait pas confiance à sa mémoire, il note sur un papier. Et nous c'est exactement ce qu'on fait dans nos avions de chasse, on note tout sur des papiers, parce qu'on sait que sinon on va pas pouvoir tout se remémorer derrière, et donc notre auto-débriefing et in fine le débriefing laissera de la valeur sur la table. Donc ça on peut pas se le permettre quand on fait des vols d'essai hors de prix, on peut pas se le permettre quand on fait des formations de pilotes de chasse avancés où tu as tout de suite 10-12 aéronefs à grosso modo 30 000 € l'heure de vol pour la formation d'un gars, et donc il faut maximiser tout en permanence. Donc ce petit papier, prise de notes, c'est important. Une fois que tu as fait ça, ton auto-débrief, tu vas pouvoir aller faire un débriefing en équipe, et là le débriefing en équipe, il ne sera efficace que si tu forces les gens à prendre un petit temps pour faire leur auto-débrief. Parce que généralement, eux n'auront pas eu la discipline de faire leur auto-débrief. Donc tu leur donnes 2-3 minutes déjà pour réfléchir un peu de leur côté. Et comme ça créera plus de valeur. Et ensuite, derrière, il y a un petit acronyme qui marche bien, c'est le Graal. Je pense que les fans de Monty Python, ça va leur parler, la Quest for the Holy Grail. Le Graal, G-R-A-L-E, qui veut dire G pour gradeless. Il ne faut pas de hiérarchie dans un débriefing, sinon ça inhibe la prise de parole des gens. R, c'est résultat. D'entrée de jeu, il faut savoir quantifier le pourcentage de réussite de la mission. Donc ça commence par dire quelle était la mission. Il faut poser cette question ouverte à ton équipe. C'était quoi la mission, les gars, aujourd'hui? Et ça te permet d'avoir du coup du feedback sur si le briefing était clair ou pas. Ensuite, analyse, essayer de rejouer la mission, voir ce qui s'est passé et identifier les erreurs. C'est important. Et derrière, L, lesson learn. Ok, qu'est-ce qu'on a appris sur cette mission? Et exchange, les choses qu'on a appris, qu'est-ce qui mérite d'être partagé aux autres personnes de l'unité, aux autres personnes de la communauté, donc, et qui mérite en gros d'être noté. Alors nous on a des petits carnets de vol, chaque mission on la note avec le temps qu'elle a duré, et on met des petites annotations, qu'est-ce qu'on mérite en fait de garder de ça, et in fine c'est se poser la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment. Donc le Graal, qui est important, mais je pense que la notion la plus importante c'est celle initialement de l'auto-débriefing. Et si vous voulez tester un truc lors de votre prochain débrief là, eh bien vous posez cette question ouverte, c'était quoi la mission, c'était quoi l'objectif, et vous allez vous rendre compte que si certains collaborateurs ont du mal à l'énoncer, je vois pas comment ils pouvaient y être alignés pendant la mission. Simple et efficace. Alors moi j'ai une question directement qui suit. Donc c'est comment faire un débrief, mais du coup comment est-ce qu'on peut savoir si ça a été un bon débrief, puisque dans les médias on peut le savoir pendant qu'il a lieu, donc être sûr que tout le monde est aligné avec la mission, donne des bons feedbacks. Mais donc lesson learned, donc c'est le L. Mais du coup comment est-ce qu'on peut quantifier si du coup le débrief a été efficace? Alors une partie comme je disais, on se rend sûrement compte pendant le débrief si déjà tout le monde était aligné pour être sûr que tout le monde ait bien compris la mission. Mais pour le futur, comment est-ce qu'on quantifie si le débrief a eu un intérêt sur le long terme et non pas juste pendant cette restitution? Alors c'est ça qui est compliqué, et c'est là j'ai envie de dire la grande difficulté pour les entreprises, c'est que tu vois moi j'ai l'idée mon premier débrief, alors en tant qu'élève on te fait réfléchir et tout, mais vraiment mon premier lead de débrief, je crois que j'avais écouté 500 débriefs. Donc okay. Forcément, chez nous, le débriefing est monté à un très haut niveau d'expertise parce qu'on en fait tous beaucoup et qu'il y en a énormément. Quand tu
quand tu commences un petit peu dans le débriefing, eh bien, il faut beaucoup de rigueur, noter les choses et te dire que oui, peut-être que tu vas louper des choses, mais au moins tu débriefes, mais au moins tu essayes d'avancer. Et là, il n'y a pas de solution miracle parce que c'est du test and learn et c'est très difficile de savoir ce que tu loupes. J'ai envie de te dire, la réponse facile, c'est prendre un consultant externe qui vient et qui participe et qui a un regard extérieur, mais on n'a pas toujours possibilité de le faire. Donc ce qu'il faut, c'est, si tu n'arrives pas à trouver de lesson learn, si tu n'arrives pas à trouver de choses que tu ferais différemment le coup d'après, plus de 2 fois de suite, c'est qu'il y a un problème. Et donc je pense que c'est ça. Je veux dire, c'est pas grave si tu laisses un peu de valeur sur la table tant que tu progresses quand même dans la bonne direction. Dites-vous déjà que si vous débriefez de manière même hebdomadaire, vous faites mieux que 99,9% du reste de la population mondiale. Donc ça va aller dans la bonne direction et vous allez gagner en expertise. Donc je pense qu'il faut pas faire trop comme le penseur là, tu vois, attendre et réfléchir. Je pense qu'il vaut mieux faire de la tortue. Et puis y aller doucement, polé, hein, comme ils disent en Tanzanie, tu vas doucement, mais moins t'avances et tu vas dans la bonne direction. Et au fur et à mesure, tu vas développer ta capacité d'auto-analyse, d'analyse du groupe, ta boîte noire en fait. Un autre moyen de le voir, c'est dans un avion, tu as une boîte orange qu'on appelle la boîte noire. C'est un piège et elle enregistre tout ce qui se passe au niveau des commandes et tout ce qui se dit dans le cockpit. Et si tu arrives à développer dans ton cerveau et celui de tes collègues cette boîte noire, ça va rendre les débriefings beaucoup plus efficaces. Et si vous n'arrivez pas à identifier le pourquoi du comment, alors là c'est le conseil du coach qui est super facile et qui marche tout le temps, c'est faut poser 7 fois la question pourquoi. C'est simple, efficace, ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Mais si vous posez dans un débriefing 7 fois la question pourquoi, il y a de grandes chances que vous vous rapprochiez d'une solution et de la vraie raison du problème, ce qu'on appelle aussi nous dans l'aviation la panne mère, en opposition aux pannes filles. Panne fille qui est un petit truc qui t'embête, et du coup il faut réussir à voir d'où vient cette panne fille, c'est aussi un des objectifs du débriefing, et à force de pourquoi, tu vas réussir à prendre du recul et identifier la panne mère qui peut venir des process, du standard, de la formation, du recrutement, de plein de choses, mais c'est grâce à ce questionnement que tu vas pouvoir y aller. Ok, cool. Et donc, par rapport à ce que tu nous disais, les étapes, avec du coup l'acronyme GRAL, avec les différentes étapes, donc il y en a plus ou moins, je coche à peu près toutes les cases, je prends mon exemple avec mon équipe, mais c'est vrai que du coup, par exemple, la prise de notes, c'est quelque chose qui manque fondamentalement, et je me rends compte, de par ce que tu nous expliques, que ça semble être crucial, et plus tu l'expliques, plus je me rends compte que quelque chose que je vais mettre en place très rapidement. Mais du coup, à quel point tu dirais que la prise de notes est importante? Est-ce que c'est déjà arrivé le cas où tu as eu donc que ce soit toi personnellement, alors j'en doute, mais peut-être, ou un de tes gars qui par exemple n'a pas pris de notes et du coup ça l'a de facto gêné ou même complètement, enfin ça a été beaucoup plus difficile pour lui d'avoir un débrief qui soit intéressant ou du moins d'amener quelque chose sur la table. Des fois t'as pas le temps, et puis crois-moi, si je prends des notes c'est parce que je me suis rendu compte que quand j'en prenais pas j'étais moins bon. Bah c'est pour ça. Donc ouais, oui non complètement, mais en fait souvent tu vas vraiment l'intellectualiser quand après le débriefing d'équipe, il y a des trucs qui te remontent. Et tu te dis, zut, j'ai oublié. Ouais. J'ai oublié ci ou j'ai oublié ça. Ça t'arrive 2 fois, 3 fois et ça te vaccine normalement. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus frustrant. Tu vas pas récupérer tout le monde pour leur partager. Et en fait, les gars, ça vient de ci ou j'ai oublié ci ou ça. Tu vois. Et tu te dis, bah c'est dommage. C'est dommage, c'est de la valeur perdue et tout. Donc en fait, après tu te dis, j'accepte mon humanité au sens opposé au divin. Je suis un être humain et c'est une des premières choses qu'on nous apprend en tant que pilote de chasse. Moi, j'ai eu la chance d'être envoyé aux États-Unis pour faire toute la formation aux US. Les États-Unis, qui sont sûrement le pays au monde qui ont formé le plus de pilotes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, États-Unis, Canada, ceux qui formaient tout le monde, c'était énorme. Donc ils ont eu beaucoup de retours d'expérience, beaucoup de débriefing, beaucoup de réflexions autour du sujet. Et quand tu arrives le premier jour, ils te disent ok les gars, ça fait combien d'années que l'être humain il marche? Tu te dis ça fait longtemps quoi. Ouais, on est bipède depuis longtemps, ok. Ouais. Ok, ça fait combien de temps que l'être humain il vole? Et là tu te dis ah ouais, ça fait genre 3 générations grand max quoi. Et là ils te disent est-ce que vous pensez que l'être humain est fait pour être dans un avion et voler? Non. Et du coup ils te disent ok, donc maintenant en fonction de ton acceptation du fait que tu n'es pas fait pour voler, va dépendre
les statistiques auxquelles tu vas appartenir, les statistiques du 70% des accidents viennent du facteur humain, donc viennent de la faute des pilotes qui n'ont pas bien compris qu'ils pouvaient être limitants, ou des statistiques qui ne sont d'ailleurs pas trop tenues, mais c'est dur à tenir, 100% des accidents qui n'ont pas eu lieu ont été évités par l'humain. Oui, du coup. Forcément, dans un cockpit. Et donc à partir de là, c'est toute une question d'état d'esprit. Et là, j'ai une question pour vous. Ça fait combien de temps que l'être humain est bipède ? Longtemps, on est d'accord ? Oui. Okay. Est-ce que ça fait plus longtemps ou moins longtemps que l'être humain utilise des ordinateurs versus des avions ? Alors, qu'est-ce qu'on appelle un ordinateur aussi ? C'est ça. Ben, regarde, les frères Wright, tout ça, début du 19e siècle, tu vois, en gros, on a commencé l'aviation il y a 120 ans. Ça fait combien de temps que tout le monde travaille avec un écran d'ordi et je sais pas si vous êtes Windows, Linux ou tous ces trucs-là. Ça fait combien de temps que ça existe, ces trucs-là ? Ça va être facile à répondre, 20 ans, puisque j'ai 28 et on a eu le premier PC à la maison quand j'avais 5 ans. Donc. Et dans la communauté agile, tous les combien de temps est-ce que vous réalisez que l'être humain n'a pas du tout été fait pour faire ça ? Trop tard. C'est pas un problème en soi, mais c'est dans la météo un point à prendre en compte. Et du coup, ça veut dire que tous nos instincts ne sont pas développés pour travailler dans ce type d'environnement. Tout simplement. Physiquement, instinctivement, notre cerveau n'a pas eu le temps encore de s'adapter à tout ça. On évoluera sûrement dans les siècles à venir, mais factuellement, c'est l'évolution. Je ne suis pas là pour faire un cours sur l'évolution, mais tu vois, c'est amené comme ça. Effectivement, ça paraît évident. Donc, à partir de là, d'une certaine manière, c'est merveilleux. Il y a plein de choses à apprendre et à faire évoluer, mais il ne faut pas forcément faire confiance à nos instincts de base. Il faut essayer de trouver ce qui fonctionne, et tu peux identifier que ce qui fonctionne, puis on est tous un peu différents pour toi et pour ton équipe, que grâce à des débriefings. Et si tu ne débriefes pas, du coup, tu t'adaptes pas. Ça fait énormément de sens. Ouais. Si demain, je te parachute dans la forêt amazonienne, c'est pas tout à fait ton environnement et tout, tu vois, ça va te faire bizarre. Non. Donc tu vois, mais c'est ça. Et là, notre corps, nous, on a parachuté derrière un écran. Je fais le malin là, je me suis acheté un écran incurvé 49 pouces, tu sais, le Samsung là. Je me suis mis un setup de tueur là. Et donc du coup, ça me rappelle en permanence le fait même d'avoir évolué dans mon setup. Avant, j'avais un triple screen, tu vois, ça me rappelle, putain, ça évolue en permanence quoi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et du coup, t'imagines le nombre d'infos qu'on a. C'est plus gros qu'un écran de F-35, tu sais, de l'avion chasseur américain. Et c'est ça. Moi, j'ai commencé l'aviation de chasse sur des avions de la technologie de la Seconde Guerre mondiale. J'étais sur du super étendard, j'avais même pas de pilote automatique qui fonctionnait, il tombait toujours en panne. Et donc moi, j'ai appris avec un vieux cockpit à l'ancienne, et c'est une chance, avant de passer sur le Rafale qui est ultra moderne, 128 fonctions accessibles au doigt, tu vois, j'ai du Stream Deck de partout si tu veux. Mais c'est pas la même manière d'interagir avec la machine. Et j'ai fait partie de la génération des vieux, si on peut dire, qui disaient ouais, moi sur super étendard, je regarde toujours dehors à basse altitude parce que tu fais de la déconfiction par rapport aux oiseaux et aux petits avions à vue. Quand je passerai sur Rafale, je passerai pas ma vie la tête dans les écrans. Et tu te rends compte quand tu arrives sur Rafale que tu ne peux pas opérer ton avion autrement qu'en mettant ta tête dans les écrans et en appuyant sur les dalles tactiles, puisque même si tu as des boutons et tout, il y a des choses tu es obligé d'aller appuyer dessus, et c'est pas possible d'appuyer sur des boutons et des machins sans regarder, alors que quand tu as des trucs à l'ancienne, nous on regardait dehors et on comptait les clics pour changer par exemple la fréquence radio. Donc je sais regarder dehors, surveiller, voir qu'il n'y ait pas d'ennemis et autres, compter les clics pour passer de la fréquence 122.35 à 123.35. Sur Rafale, le design, l'IHS, l'interface homme-système, m'en empêche. Si je garde les mêmes méthodes dans le cockpit moderne, ça ne fonctionne pas. Alors après, attention, l'efficience n'est pas la même, je peux voir des ennemis beaucoup plus loin et tout, mais qui a dû s'adapter ? C'est moi. Ouais, c'est toi. Et si j'étais arrivé dans le Rafale avec mes méthodes de super étendard et que je ne les avais pas fait adapter, eh ben, je serais sûrement pas là. Donc, et j'ai pu m'adapter que grâce au débriefing. Hyper intéressant. Je voulais faire un parallèle avec ma première voiture qui était une 4L. Je ne vais pas parler d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, mais... Non, mais je suis sûr que sur une 4L, au moins sur une 4L, tu pouvais ouvrir le capot et voir ce qui ne va pas. Sur les voitures modernes, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Quoi. Donc, tu vois, et ça évolue. Et donc, du coup, la manière d'appréhender la conduite, enfin, toutes ces choses-là, ça évolue en permanence.
Et tu ne peux suivre, si on peut dire, cette vague de l'innovation, cette exponentialité du développement technologique, parce que c'est de ça dont il s'agit, loi de Moore, Ryder, tout ça, ça évolue à vitesse exponentielle. Tu ne peux la suivre que grâce à, moi j'aime bien parce que ça parle un peu plus en industrie, mais à une certaine hyper-agilité qui consiste à débriefer à minima en auto-débriefing tous les jours. Est-ce que nous on appelle communément, enfin c'est pas vraiment pareil, mais c'est ce qu'on appelle généralement la veille technique, c'est justement de se garder au fait de ce qui se passe constamment, puisqu'on sait que ça évolue à une vitesse, comme tu dis, exponentielle, et on sait très bien que si jamais on ne faisait plus de veille technique pendant un an, c'est pas un an que tu as perdu, c'est beaucoup plus au final. Donc, et veille technique, mais veille de tes pratiques aussi. Oui. Et là j'ai une question toute bête, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait évoluer votre setup chez vous? Tu vois, les setups de travail, c'est un truc tout bête, mais tu vois, les setups de travail, c'est comme tout. Il y a toujours des trucs qui existent et tout, et une fois que tu commences avec un certain setup, je peux dire que par exemple le super étendard a commencé dans les années, 80, moi je suis arrivé dessus en 2010, le setup avait évolué, on nous a rajouté des écrans, des machins, des trucs, tu vois, on essaye en permanence de faire évoluer. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est l'efficience. Il y a des nouveaux outils qui arrivent, et vas-y qu'un Stream Deck, un machin, un truc, un machin, il y a des trucs qui existent, c'est dommage, puisque tu fais la veille, ok c'est bien, mais du coup qu'est-ce que tu mets en action derrière, et comment tu fais évoluer tes process personnels. Et c'est ce lien-là qui demande de la discipline, qui nous est pas vraiment appris on va dire à l'école de manière générale, qui n'est pas vraiment forcé de manière verticale dans les entreprises, qui est un peu du domaine de l'initiative personnelle et qui prend du temps, mais du coup qui permet de faire la différence, parce que là je vais faire une citation de Top Gun, dans l'aviation de chasse il n'y a pas de place, il n'y a pas de point pour les secondes places, donc tu vois il faut en permanence essayer d'être le meilleur possible, et donc nous c'est ce qui nous donne l'énergie aussi pour trouver la motivation de débriefer aussi régulièrement et faire évoluer nos process. Excellent. Sur ces bonnes paroles, on peut fermer. J'ai peut-être une dernière question pour un peu dézoomer. C'est une question. Alors c'est une question pour la petite histoire. Quand j'ai commencé à être Scrum Master, j'ai une question que j'ai posée à un mec qui est instructeur, encadrant, je sais pas comment on dit, à Saint-Cyr. Et en fait, moi j'avais un problème en tant que Scrum Master, c'est que j'étais pas le patron. Dans Scrum, il n'y a pas de hiérarchie. Et du coup, quand tu es Scrum Master, tu es garant du process et de sa bonne utilisation et de son suivi. Mais par contre, tu n'as aucun pouvoir hiérarchique, tu n'as pas de pouvoir de pression sur l'équipe. Et du coup, ça m'a posé un peu problème au début. Et puis après, du coup, j'ai dû apprendre à filouter comme ça. Et maintenant que je suis manager, j'apprends justement à pas user de mon pouvoir et à plutôt user d'influence, etc. Mais du coup, toi qui viens du militaire, est-ce que c'est pas un truc qui te fait bizarre d'avoir une équipe sans hiérarchie, mais quand même avec des règles à suivre? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois comment ça peut créer des problèmes? Comment les résoudre? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les unités un peu force spéciale ou pilote de chasse, tu sens pas tant que ça le poids de la hiérarchie. Nous on aime bien dire même que la fonction prime sur le grade, donc pour que la mission soit effectuée il y a différentes fonctions qui sont incarnées, et cette fonction va primer sur le grade et tout le monde va être parfaitement être aligné vers l'objectif. Donc je pense que par exemple dans l'aviation commerciale la hiérarchie est beaucoup plus forte parce qu'il y a un besoin de rentabilité. Moi je pense que le plus important c'est la définition des rôles. Tu prends un cockpit d'avion de ligne, il y a un commandant de bord qui est quand même une fonction commerciale, responsabilité commerciale. Tu as un copilote, et par contre, en conduite, il y a un pilot flying, qui est responsable de la conduite de l'aéronef, et un pilot monitoring, qui est responsable d'assister le pilote qui vole. Pour la petite histoire, avant, on l'appelait pilot non-flying. Et du coup, on s'est rendu compte que quand c'était le commandant de bord qui était pilot flying, le jeune copilote qui a peut-être 2 ans de boîte ou 6 mois de boîte, à 3h du matin, quand il est crevé et qu'on lui dit qu'il est pilot non-flying et qu'il gagne 5 ou 6 fois moins ou 10 fois moins s'il est jeune que le commandant de bord à côté, eh ben, il n'est pas très aligné à la mission, tu vois, forcément. Donc tout ça pour dire que les rôles doivent être bien nommés pour pousser les gens et surtout bien identifier et accepter de tous. Et à partir de là, qui incarne quoi comme rôle, ça lui donne le leadership et l'autorité pour pousser telle ou telle chose. Nonobstant,
son grade dans la boîte. Typiquement, moi j'étais lieutenant, des fois je volais en équipier avec un commandant. Dans l'armée marine on n'en a pas trop, mais dans l'armée de l'air ils ont des généraux qui viennent voler. Tu peux être lieutenant, chef de la patrouille, et donc du coup tu as un général qui vient faire quelques heures de vol par an, il t'écoute. Et quand tu donnes un ordre, il exécute. Maintenant, j'ai mon avion, je suis en retour sur le porte-avions. Il y a un adjudant qui est un officier marine, enfin un sous-officier, l'équivalent d'un sous-officier, donc qui est beaucoup moins gradé que le pilote ou autre, qui donne un ordre au pilote, et guess what, le pilote, il suit l'ordre. Donc, c'est rappeler à tout le monde l'objectif, c'est la mission. Pour que cette mission soit accomplie, il faut des rôles. Intellectualiser qui doit faire quoi, quels rôles sont à effectuer pour cette mission, et à chaque fois qu'on crée une mission, qui est responsable, il définit la répartition des rôles, souvent à des fins d'entraînement et de formation continue. Donc nous, ça nous permet de switcher souvent de rôle, et tu sais que le coup d'après, tu auras un rôle différent, et ça permet de tout structurer. Maintenant, attention, t'es commandant de bord, c'est ton copilote qui est pilot flying, il fait un truc qui te plaît pas, tu as toujours possibilité, nous on aime bien, tu sors les galons, et s'il faut, tu vois, tu récupères le lead, ça reste ta responsabilité. Donc je pense que c'est ça qui est important, peut-être, c'est bien définir le périmètre de chacune des fonctions, de qui endosse quoi, et de le lier directement à une responsabilité au débriefing. Ça, je pense que c'est très très important. Et ce qui manque souvent un peu, souvent moi j'interviens un peu sur ces notions d'ownership. Et c'est pour ça que souvent j'essaie d'expliquer aux gens, ce que tu veux in fine, c'est avoir une équipe où chacun a un état d'esprit de commandant de bord, parce qu'un commandant de bord, c'est quelqu'un qui est intimement persuadé qu'il est responsable, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer quand tu as un souci, tu vois. Et à partir de là, moi j'étais que sur monoplace, donc j'étais tout seul dans mon avion, avec d'autres personnes seules dans leur avion, et on part par exemple à 4 avions, c'est 4 commandants de bord, sous le lead du chef de la mission. Et maintenant, mes commandants de bord, ils ont ce devoir d'être au standard, d'être autonomes si besoin, mais ils sont alignés avec moi, ils vont faire ce que je leur dis, enfin tu vois, je garde le lead, mais ils sont également commandants de bord, et du coup, parce qu'ils sont commandants de bord, ils coupent pas, si on peut dire, leur cerveau, ils coupent pas leur proactivité, ils restent aware, pour finir sur du Jean-Claude Van Damme. Et tout le monde se moque d'ailleurs de Jean-Claude Van Damme sur le aware, mais dans l'aviation de chasse, la chose la plus importante à avoir, c'est ce qu'on appelle la conscience de la situation, la situation awareness. Donc je pense que, pour finir sur une touche très belge, en fait, Jean-Claude Van Damme a peut-être pas tort dans son concept de l'awareitude. C'est le 3e co-auteur caché du Scrum Guide. C'est ça, peut-être. Mais il y a toujours des génies incompris, mais des fois, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. C'est peut-être ça le problème. Excellent. Bien, merci beaucoup Athé pour tes éclairages. Ça nous a. Moi, je vais avoir beaucoup de plaisir à mixer l'épisode. Je vais tout réécouter. Et moi, j'ai énormément de recherches à faire de mon côté. Bon courage pour le montage. J'en ai fait quelques-uns moi pour YouTube, donc je sais ce que c'est. Ça prend du temps. Bon courage. Non, mais du coup, dites-nous en commentaire si le son vous plaît ou vous plaît pas, etc. On a besoin nous aussi de retour pour pouvoir avancer. Merci beaucoup à Athé de ta présence, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous éclairer. C'était très sympa. Est-ce que tu peux nous dire à nos auditeurs où on peut te retrouver, ton actualité? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Oui, moi je suis très présent sur YouTube. On fait une maintenant c'est devenu une très grosse chaîne. On a fait 4 millions de vues le mois dernier. Très grosse chaîne YouTube qui s'appelle Attaché, qui parle d'aéronautique, de facteurs humains et également d'actualité. Typiquement les ballons qui se font éclater aux États-Unis ou encore des soucis en Europe de l'Est. Et donc ça, on a une chaîne qui est apolitique, donc on explique de manière technique. Donc Atéchoué sur ATE-choué. D'ailleurs, j'ai le rhume des foins, pour ceux qui n'auraient pas compris la blague. ATE-choué. Voilà. Et sinon sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je suis facile à retrouver. Et en termes d'actu, avant fin février, je sors un nouveau livre. Mais là, c'est plus un peu géopolitique, mais qui s'appelle Au-delà de l'Ukraine. Après, au-delà du cockpit. Et là, c'est si vous avez envie d'essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe par là-bas et ce que ça veut dire pour la défense nationale. Au-delà de l'Ukraine,
toute une partie, on explique un petit peu ce qu'est la guerre dans la 3e dimension. Et après, derrière, on explique l'évolution de la dissuasion nucléaire vers la dissuasion conventionnelle et industrielle pour éviter justement les guerres. Parce qu'en fait, le but du militaire, c'est de ne pas faire la guerre. C'est un métier un peu particulier. J'aime bien le comparer à celui de pompier d'aéroport. Le gars qui fait pompier d'aéroport, c'est le gars qui passe sa vie à être prêt s'il y a un souci, mais qui allume des cierges pour qu'il n'y ait pas de souci. Et il y en a qui passent leur carrière où voilà, ils ont de la chance, ça s'est jamais passé, mais tu vois, c'est un peu la même chose. Et ça fonctionne que si bien il y a une bonne politique et un bon état d'esprit autour de la sécurité. Et donc, in fine, c'est la même chose, c'est de l'anticipation. Et c'est de ça dont on parle dans le bouquin. Super. Pressé de mettre la main dessus. Pareil. Il y a une super couverture en plus. J'ai un super graphiste dans l'équipe. Je suis trop content de la couverture et plein d'illustrations. Donc, oh, waouh. Ça va me garder occupé comme ça. J'aime beaucoup les images. Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, avant tout, je voulais remercier Athé aussi. J'ai vraiment merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Comme je disais, j'ai énormément de recherches à faire de mon côté et beaucoup de sujets à creuser. Mais merci beaucoup d'être passé. De mon côté, donc mon site est de retour en ligne ce soir. Sinon, comme d'hab, venez me chercher au pub ou à la maison. Et LinkedIn, bien sûr. Pour moi, ce sera LinkedIn aussi, julien.deret.fr pour avoir tous les liens, me retrouver dans mon bouquin sur comment j'ai organisé mon mariage avec Scrum et dans Real Life où on va mentionner un petit peu Athé, je pense, dans le prochain épisode. Je vais essayer de parler un peu du séminaire sans déflorer trop non plus. S'il y a des trucs qu'il faut absolument pas que je dise, n'hésite pas à me le dire. Et voilà, et merci d'avoir écouté Agiliste. Si l'émission vous a plu, que vous avez appris quelque chose, eh bien on vous invite à nous laisser un commentaire, une note sur Apple Podcast, sur Spotify, partout. Si vous avez vu ce post sur LinkedIn et que vous avez découvert, que vous avez écrit, que vous avez écouté sur LinkedIn, passez-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, interagissez avec la communauté. Et si vous voulez intervenir dans Agiliste, passez-nous un message, on sera toujours ravis de vous accueillir. Et en attendant, on vous retrouve le mois prochain, peut-être dans un peu moins d'un mois, à ce rythme-là, pour de nouvelles discussions sur l'agilité. Salut Athé, salut Pierre. Salut Julien, salut Athé. Allez, ciao.